Salut, c'est Bishop. Yo, je recommence. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis en perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Vous savez quand on fait des analyses thématiques ou esthétiques, on prend le risque de tomber dans la surinterprétation, de faire dire à l'auteur des choses auxquelles il n'a même pas pensé. Quand on parle de manga, c'est pas trop grave. De toute façon, il y a peu de chances que les auteurs du Pays du Soleil Levant viennent vous dire en commentaire que vous racontez n'importe quoi. Quand on traite de franco-belge, par contre, c'est un peu différent. Parce que les auteurs peuvent tomber sur vos analyses et venir vous mettre le nez dans votre caca. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une BD que j'aime beaucoup. Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Vu que je suis feignant, je vais, pour vous redonner le contexte de la BD, vous repasser l'extrait du Top BD 2022 où je vous l'avais présenté. Comme dans toute bonne histoire d'amour, mon ami Pierrot publié chez Glénat nous présente une sorte de triangle amoureux, avec Cléa, la bourgeoise éprise de liberté, Berthier Delot, le preux chevalier ne vivant que par amour, et Pierrot, le magicien, dont je vais pas vous révéler le désir profond. Si le pitch peut paraître assez classique, en réalité il n'en est rien. Jim Bishop sait écrire des personnages dans toute leur complexité et leur humanité. Humanité qui est loin d'être innocente, quel que soit le personnage dont on parle. Et en plus de ça, Jim est cruel, tellement désabusé que vous allez forcément ressentir la détresse et la frustration de chaque membre du trio. Pour couronner le tout, c'est une BD dans laquelle la magie prend une place importante, ce qui permet à la fois à l'auteur de jouer avec son scénario, mais aussi avec la mise en page de son histoire. Un peu de magie, beaucoup d'illusions. Bishop, c'est selon moi l'un des auteurs phares de sa génération. Et en plus, c'est un mec sympa, étant donné qu'il avait accepté un entretien avec nous l'an dernier alors qu'on avait à peine 1000 abonnés, même pas sur la chaîne. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. L'être perdu était une réussite, mon ami Pierrot en est une autre. C'est pourquoi je lui remets le prix du Fils de Lune de l'année 2022. Voilà donc à peu près, sans trop vous en dévoiler, ce que raconte mon ami Pierrot. Je voulais donc vous en parler, mais étant un homme insécure, j'avais peur de faire des analyses esthétiques complètement à côté de la plaque, et que l'auteur lui-même pourrait trouver stupide. C'est alors que je me suis dit, tenez-vous bien, que j'allais lui envoyer mes quelques analyses et lui demander directement ce qu'il en pensait. N'est-ce pas, Jim ? Salut, c'est Jim Bishop. Je suis l'auteur de Mon ami Pierrot. J'ai réalisé aussi L'être perdu, qui est présenté aussi sur la chaîne. Putain, on est présent sur la chaîne. Du coup, voilà, c'est parti pour les explications de page. Let's go. Au début de l'œuvre, le jeune Berthier Delot vient faire sa déclaration d'amour à Cléa. Celle-ci s'est mise à l'écart pour réfléchir à la vie que ses parents lui ont promise. Berthier interrompt sa rêverie en s'introduisant dans la même case que Cléa. Comme vous pouvez le constater, Berthier dépasse légèrement de la case, comme s'il entrait dans un endroit qui n'était à l'origine pas prévu pour lui. Dans Mon ami Pierrot, il y a de nombreuses scènes où les personnages débordent des cases. C'est, je pense, en lien avec l'un des thèmes majeurs de la BD, la liberté. C'est sans doute la liberté. La plupart du temps, les personnages débordent sur plusieurs cases pour signifier qu'ils se jouent des codes, et qu'ils essayent de fuir tout ce qui pourrait les enfermer. C'est aussi un des rôles de la typologie des cases qui n'ont pas de bordure prédéfinie, un peu comme un appel à l'émancipation. Mais rien n'est jamais systématique en bande dessinée, et un même effet de style peut mener à des émotions et à des sens bien différents. Dans le cas de Berthier, j'ai l'impression que son dépassement ici est plus une brisure de la solitude choisie de Cléa qu'un signe que Berthier est en train d'accéder à une certaine forme de liberté. Berthier entreprend de déclamer un poème à la belle Cléa. Poème dont il oublie malheureusement les paroles, ce qui amuse la jeune fille. Regardez la disposition des cases. Cléa est au centre de la bande comme de l'attention. Pourtant, c'est bien Berthier qui s'accapare l'espace. Il prend 2 cases, elle n'en prend qu'une. Et pire, il enferme Cléa. Ses bulles débordent dans la case de cette dernière. Berthier vient donc séduire Cléa, mais finalement, c'est surtout lui qu'il met en avant, tout en pénétrant dans l'intimité de Cléa, sans mauvais jeu de mots. J'adore rire. Puis il va trop loin, il sort de sa case, il déborde. Plutôt que d'essayer de séduire la belle, il lui déclare purement et simplement sa flamme. Ce qui, comme vous le savez, est une erreur de débutant. Pour séduire, il faut faire jouer le mystère, attirer l'envie, créer un échange de séduction, et pas se révéler de but en blanc, ça brise la magie de l'attirance. Ça oblige à répondre tout de suite. Et puisque ce n'est que le début de la relation, ça risque très fortement de tomber sur non. Bref, on n'est pas là sur une chaîne de coaching en séduction. On est sur une chaîne très chiante sur la BD, donc revenons à notre sujet. Si on regarde bien, Cléa est prise au piège. Il n'y a que Berthier et sa parole. Elle est encerclée. En fait, plus Berthier s'approche, moins Cléa a d'espace dans la planche. Sur la planche d'avant, Berthier avait déjà pris une case d'avance en coinçant Cléa. Ici, il prend à vue de nez 70% de la planche. Et il se permet en plus de laisser traîner sa bulle dans la seule case où Cléa est seule. Cléa lui dit alors que c'est trop tôt, qu'elle ne dit pas non définitivement, mais qu'elle n'est pas prête pour le moment, qu'elle a des aventures à vivre avant. Mais Berthier ne comprend pas ce non. Pour lui, soit c'est oui, tout de suite et pour toujours, soit c'est non. Mais il n'y a pas de non peut-être plus tard. Elle essaye de lui dire pourtant. Quand Berthier lui annonce fermement
Je vous offrirai tout ce dont vous rêvez. Elle rétorque. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Elle rétorque. Comment pouvez-vous savoir à quoi je rêve? Vous ne me connaissez même pas. Bon, après il répond que les femmes elles rêvent de robes et de s'occuper des mômes, c'est un vrai romantique. Je passe quelques passages. C'est pas un peu misogyne? Soudain, Berthier fait le pas de trop. Il coupe la parole de Cléa. Il ne s'intéresse pas à ce qu'elle raconte. Il lui dit simplement qu'elle a de beaux yeux. Il entre dans sa case, pose la main sur son visage, case dans laquelle on voit que les beaux yeux sont surtout des yeux effrayés, et il tente de l'embrasser. Il est persuadé d'avoir séduit la jeune fille, alors qu'en réalité, depuis le début de la scène, il lui prête des rêves qu'elle n'a pas, la complimente sur son physique sans chercher à la connaître, et surtout, il vole son espace vital. Il s'impose par la parole et par le corps. Donc forcément, il se prend un gros stop. Dans cette case, sa tête dépasse un peu. Berthier prend la liberté de l'embrasser tout en n'étant pas à sa place. Que retenir de ça? Alors déjà, pour le fond, les mecs, quand vous engagez la conversation avec une superbe créature, repensez au comportement de Berthier. Il est pas méchant le bougre, il est même plutôt sympa et beau garçon de surcroît. Mais sans le vouloir, il devient repoussant, parce qu'il prend trop de place, et qu'il ne parle que de lui en croyant parler d'elle. Et au sujet de la forme, voilà comment mettre en scène de manière bédesque une mauvaise drague, en montrant par le jeu des cases, leur taille et leur nombre, ce qui peut devenir oppressant dans cette situation. Sachant que ce type de mise en scène pourrait fonctionner pour n'importe quel rapport humain dans lequel l'un chercherait à prendre l'ascendant sur l'autre. Salut fils de bulle, merci pour l'invitation. Du coup je suis en train de regarder ta vidéo là, je suis en train de regarder tes reviews et c'est très très pertinent ce que tu racontes. En réalité, sans vouloir rajouter des caisses, mais le personnage de Cléa dans l'histoire, elle est dans ses pensées, elle est un peu en retrait par rapport à la scène d'avant où on lui rappelle encore ce qu'elle va vivre. Mais ouais, le personnage de Cléa à ce moment-là, il est vachement passif parce que résilient et parce que il se dit, le personnage se dit bon bah voilà, ça va être ça ma vie quoi. Là tout se joue dans la narration finalement, tout ce sentiment d'enfermement qui pénètre en fait dans sa bulle. En fait tu l'as bien expliqué en fait, mais à quoi je sers dans cette vidéo finalement? À quoi est-ce que je sers? Dans cette BD, l'art de la danse est mis au premier plan. La première scène de danse nous est offerte au tout début de l'ouvrage. Cléa, le personnage principal, observe une danseuse et est émue par la liberté que cet art permet. La danseuse se dédouble ou plutôt se détriple au sein d'une même case, ok. Mais surtout, il y a cette partition qui suit l'ensemble du mouvement. Elle file tout droit, engage un virage au bord de la planche, traverse le musicien, revient sur la danseuse, traverse la case du pied et retombe sur Cléa. Bien. Je sais que certains d'entre vous, quand ils lisent des BD, s'attardent sur la beauté des dessins. Mais à mon avis, il faut lire ces planches de danse très rapidement. Si vous lisez les cases une à une, en observant, en essayant de comprendre le mouvement, en lisant les bulles, vous perdez quelque chose. Pour ceux qui ont la BD, faites l'expérience. Suivez simplement la partition des yeux. Vous verrez que les images vont rester dans notre champ de vision, que notre cerveau va instantanément analyser les images et que vous allez tout aussi bien comprendre la scène. Mais plus encore, vous allez réellement danser avec le personnage. En faisant ça, vous allez vous attarder sur ces deux cases, puisque la partition y reste plus longtemps, et passer très rapidement sur le musicien et les pieds, comme un simple flash avant de vous attarder sur le visage de Cléa. C'est la partition elle-même qui va vous dire où vous devez vous attarder et où vous devez passer rapidement. C'est un guide. Et encore là, c'est rien par rapport à la seconde grande scène de danse de l'histoire. Celle-ci s'étale sur plusieurs planches. Planches qui, par rapport à celle de la danseuse de tout à l'heure, comportent plus de cases, plus de points de vue différents. La danse en elle-même, les instruments, le feu, le visage même des gens, avant de remonter avec le mouvement des pieds, retourner vers le feu, passer sous le regard de l'oiseau, et ainsi de suite. Et encore, la scène dure assez longtemps. Et en plus, Cléa traverse littéralement les gens et les décors. Elle les traverse, comme s'il n'y avait aucun obstacle pour l'arrêter. Elle traverse aussi d'ailleurs la bordure des cases, au même titre que la partition. Il y a des cases partout, dans tous les sens, ça explose, tout en étant pourtant relié à ce même mouvement. Un mouvement qui rassemble et que pourtant on voit tout valser. Encore une fois, la structure bédesque de la planche entre en résonance avec le propos que la planche nous raconte, c'est-à-dire la liberté nouvellement acquise par Cléa. On sent en tout cas que ces cases de danse sont importantes pour l'auteur. Il aurait juste pu la faire danser une ou deux pages pour le symbole et puis passer à autre chose. Mais il fait durer la scène, comme s'il voulait accompagner Cléa sur toute la chanson et danser avec elle. On sent qu'il prend un plaisir monstre, à la fois parce que la symbolique est belle, mais aussi et surtout parce que dessiner cette danse doit être super exaltant du point de vue purement artistique. Pour la scène de la danse, les scènes de danse, pour les scènes de danse, il y a toute cette partie technique, de gestion du temps dans les cases, etc. Et en fait, il y a un truc que moi je me suis rendu compte en tant que lecteur, c'est que je détestais que mon œil soit freiné sur une page. Faut que ça soit fluide. Mais du coup, je donne l'illusion d'une partition entre nous qui est totalement hasardeuse. Je n'ai aucune connaissance en solfège.
Moi, ça me donnait le sentiment que ça faisait travailler mes sens et que du coup, ça m'emmenait en fait dans la danse malgré tout, malgré les cases qui restaient figées. Ça donnait du mouvement en fait. Sans s'en rendre compte, elle est en train de vivre son rêve, mais là, elle s'en rend même pas compte à ce moment-là. Elle danse devant un public. Pour moi, quand j'écrivais cette scène, j'avais l'impression d'être en train de faire ma meilleure scène d'action de film hollywoodien, tu vois. Il y a encore cette histoire de partition qui est très présente pour réellement orienter l'œil dans une direction et le faire bouger et lui donner la sensation que tout est dans le mouvement, quoi. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup, je pense, dans une narration, moi, qui me plaît, c'est l'auteur ou l'autrice arrive à me faire danser les yeux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Autre élément important de la BD, c'est la magie. Pierrot est un magicien. Au vu de ce à quoi nous avons assisté jusque-là, on est en droit d'attendre que cet élément se retrouve à la fois dans le récit et dans la manière dont il nous est raconté. Et il l'est. Ici, Pierrot et Cléa fuient un monstre. Pierrot vole à moitié, son pied dépasse de la case. En un saut, en une ellipse, il se retrouve derrière l'arbre. Aucun choc visuel. Pierrot saute presque dans la case d'en dessous. C'est un effet qui aurait pu exister que Pierrot soit magicien ou non. Diriger un personnage vers une autre case dans le tabulaire, c'est un procédé assez intuitif pour signifier le mouvement. Mais là, le fait que Pierrot soit magicien renforce le côté magique de l'ellipse. Pierrot passe de case en se jouant des codes de la BD. C'est quelque chose qui se produit plusieurs fois au cours du récit. Ici, par exemple, dans cette planche, Pierrot vient chercher Cléa chez elle, l'incitant à tout envoyer bouler et à emprunter son propre chemin. C'est un magicien. Il est capable de voler, de faire apparaître des objets, etc. Ici, il va surtout briser le 4e mur. Sa main traverse les frontières des cases pour aller vers Cléa, comme une proposition à prendre ou à jeter. Plus encore, ces cases sont en diagonale, créant une cassure avec le reste de la planche, très linéaire. C'est la proposition d'un autre chemin. Sortir d'une structure tout tracée, très régulière, pour expérimenter autre chose. La scène se poursuit page suivante avec quelque chose d'un peu moins subtil mais qui taquine un peu plus la rétine. Les cases n'existent plus vraiment, elles deviennent des toiles de fond. Pierrot distord la réalité en rendant les gouttières molles, en les traversant. Il brise à la fois le temps et l'espace bédesque. Il a le pouvoir de décider dans quelle case se diriger, et il y entraîne Cléa. Ils sont hors monde, dans une autre réalité. Ils deviennent plus importants que la loi des cases. Tout devient possible. Il vous faut plus subtil ? Ici, Pierrot fait un petit déjeuner. Je voudrais ma petite cocotte, que tu confitures ma biscotte. Regardez la manière dont il fait la cuisine. En réalité, cette scène pourrait exister dans n'importe quelle BD. C'est une manière de signifier que tous ces ingrédients sont en train d'être mélangés. Mais puisque Pierrot est un magicien, il faut considérer que cette case n'est pas un simple raccourci bédesque. Ce n'est pas une métaphore visuelle de ce qu'il se passe, mais c'est ce qu'il se passe bel et bien réellement. Cette case est premier degré. D'ailleurs, toutes les métaphores visuelles deviennent premier degré avec la magie. Pleurer des torrents de larmes, par exemple. Dans un univers magique, c'est une réalité. Tout comme avoir le cœur brisé. La magie permet à Bishop de justifier le recours à des métaphores qui, dans toute autre histoire, nous sortiraient du récit. Si Tintin pleurait comme ça, on se dirait que c'est un peu exagéré et que Hergé a un peu déconné. Mais là, puisque c'est magique, Bishop peut s'en donner à cœur joie et laisser libre cours au fantastique. Sur la partie magie, je ne sais pas quoi rajouter en fait, c'est déjà vraiment... tu as bien raconté cette histoire. Allez, un dernier et on s'arrêtera là. Ici, Cléa croise une jeune fille. La planche est scindée en deux. À gauche, Cléa et sa réaction, et à droite, la femme et sa transformation. À gauche, on voit Cléa prendre peur, la focale se rapprocher de son visage, que l'on voit transpirer, puis de ses yeux dont la pupille se dilate atrocement. À droite, on voit la jeune femme se transformer petit à petit, avec son visage qui perd sa beauté, avec ses rides, sa couleur verdâtre, les yeux qui tombent, le sourire maléfique, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est le rythme. 5 cases pour Cléa, 4 pour la femme. Ce que ça implique, c'est que cette planche n'est pas un gaufrier dans lequel les deux personnages réagiraient en même temps. C'est un vis-à-vis temporel plus ambigu. Dans cette case, la femme a le temps de faire croire qu'elle est pure et commencer subtilement à révéler sa vraie nature. Ce n'est que pendant cette métamorphose que Cléa prend conscience qu'il y a quelque chose de bizarre. Pour le moment, elle n'est qu'étonnée. Mais arrivée au milieu de cette métamorphose, elle prend peur. La sueur commence à couler, ses yeux à s'agrandir. La femme a toujours un espace-temps d'avance sur elle. La prise de conscience de Cléa est assez lente. La femme termine sa transformation, révélant sa vraie forme monstrueuse, et Cléa réalise qu'il est déjà trop tard. À gauche, les cases sont grandes et deviennent de plus en plus petites au fur et à mesure que la focale se resserre sur le visage de Cléa. Au contraire, à droite, les cases deviennent de plus en plus grandes, au fur et à mesure que le monstre apparaît. Tout, de la taille des cases à leur emplacement sur la planche, signifie la perte de contrôle de Cléa sur la situation, le fait qu'elle se fasse avoir qu'elle n'a pas le temps de réagir. Encore une fois, la narration du récit et la manière dont ce dernier est raconté à travers la planche avancent tous les deux de concert. Pour moi, c'est la force principale de Jim Bishop. Sa mise en page est sobre, discrète,
bête et pourtant elle a toujours énormément de sens. Bah ouais, pour la scène du fantôme, j'avais vraiment envie qu'on ressente l'émotion parallèle contre les deux personnages, Viviane qui devient le fantôme et Cléa qui perd ses moyens. Et je trouvais ça hyper dur. Et du coup, je suis retourné dans cette idée de jouer avec des sens. J'ai calé les cases dans un ordre croissant-décroissant. Plutôt l'inverse, décroissant-croissant. En fait, comme tu as expliqué finalement, pour montrer que tout se resserre autour de Cléa, alors que pour l'autre, tout se libère, enfin, une façon de parler, enfin, elle libère en tout cas son monstre. Et je les ai mis en quinconce, les pages, les cases, pour en fait donner un effet escalier, quoi, où tu pars quand même, mais et en fait que les cases soient en quinconce pour montrer qu'en fait il y a un espace-temps hyper restreint entre la case d'avant qui est la case d'avant. Enfin, du coup, on peut les lier entre elles alors que c'est bon, bref, c'est un bordel dans ma tête, mais tu l'expliques très très bien. Quand je le fais, j'y pense, c'est clair dans ma tête, et je suis content que tu l'aies bien ressenti au final, c'est que ça doit se ressentir. Alors, quel est le bilan de la vidéo ? Bon, apparemment je raconte pas que des bêtises, donc ça fait plaisir. En même temps, en réalité, j'ai pas dit grand chose. J'ai seulement pris quelques planches en me demandant pourquoi l'auteur avait construit ses compositions de telle manière. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'analyse une bande dessinée. Montrer quand la composition et la narration entrent en résonance. Montrer que la composition aide à donner forme au fond. Quand on lit, bien sûr, on s'arrête pas à chaque instant pour essayer de comprendre comment l'auteur raconte son histoire, non. On est dedans et on ressent ce qui se passe. Mais c'est intéressant de revenir ensuite pour voir comment l'auteur s'y est pris. Remarquez qu'un personnage oppresse l'autre dans la planche, ou bien que le temps se dilate, etc. Mais t'as vu que la composition agit inconsciemment dans notre expérience de lecture. Elle participe à notre expérience alors même qu'on n'y prête pas forcément attention. Nous voyons la composition, nous la ressentons, elle renforce nos émotions. Mais pour la comprendre véritablement, en tant que composition, on est obligé de sortir du récit et de passer du registre du lecteur à celui d'analyste. Bref, merci beaucoup Jim de t'être prêté à l'expérience. J'attends avec impatience ta prochaine BD. Quant à vous, cher public, je vous encourage à vous procurer Mon ami Pierrot. Je mettrai un lien d'affiliation en description pour que vous puissiez l'acheter tout en soutenant la chaîne. J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à faire un tour sur la page Tipeee, à rejoindre nos réseaux sociaux, et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Bah merci pour cette description de page, franchement, j'ai rien à dire, à part que c'était cool. Merci beaucoup.